Alors, bienvenue à tous, bienvenue en cette semaine du concours de la médiation commerciale, notre 12e édition, c'est le 4e jour aujourd'hui. Nous sommes très heureux de recevoir 150 étudiants de 5 pays différents. Nous avons avec nous la Belgique, la Suisse, le Maroc, le Canada également. Nous avons 250 professionnels qui jouent le jeu, qui participent au concours également, et vous êtes environ 1200 à suivre l'événement sur les réseaux sociaux. Nous sommes très contents. En marge de cette semaine de concours, nous avons décidé d'organiser des webinaires destinés à tout public. Aujourd'hui, on se réunit dans le cadre de ce qu'on appelle un webinaire best practice, c'est-à-dire échange de bonnes pratiques, qui va être animé par 3 de nos médiateurs du CMAP. Donc, nous avons Catherine Pelvé, qui est avocate et médiateur, Pierre Young, qui est avocat également et médiateur, et Pierre Charton, qui est conseil en management des directions juridiques et médiateur CMAP également. Donc, je vais leur passer la main dans quelques secondes. On attend une centaine de personnes ce matin. Vous pouvez interagir si vous le souhaitez via l'icône discussion en bas de votre écran. Si vous voulez écrire à tout le monde, sélectionnez, envoyez à tous les panélistes et participants. Si vous écrivez simplement à tous les panélistes, seuls les intervenants vont recevoir vos messages. Donc, vous pouvez utiliser ce biais-là. Ou bien vous pouvez lever la main également si vous souhaitez prendre la parole en fin de session. Voilà, donc un temps de questions-réponses sera réservé à la fin de la séance. Voilà, je passe la main sans plus tarder à nos intervenants et je vous souhaite un bon webinaire. Bonjour, bon matin, comme diraient les Canadiens, pour ceux qui sont évidemment dans ce rythme de la journée. Donc, nous sommes très heureux, Pierre, vous voyez, je suis entourée de Pierre et moi-même, de vous présenter des petits morceaux de notre pratique en médiation commerciale, médiation interentreprise. Et merci de votre écoute. Nous avons, pour préparer cette séance et de façon à ce que ce soit on va dire efficace et que ça puisse répondre en partie, en tout cas, à vos attentes. Nous avons, sur le plan du temps, découpé la séance en 1 heure à peu près de présentation entre nous 3 et une demi-heure de session de questions-réponses pour vous laisser la parole, vous donner la parole. Et dans le cadre de notre présentation, nous avons adressé aux participants, nous vous avons adressé un questionnaire de façon à pouvoir identifier quels étaient vos besoins et de comprendre ce sur quoi vous souhaitiez avoir notre retour et nos expériences. Donc, il ressort en fait de vos réponses 4 ou 5 thèmes que nous allons essayer de traiter dans la première heure. Le premier thème, va correspondre à la question de savoir comment se passent les médiations selon qu'elles sont avec ou sans avocat. Il y a eu beaucoup de questions posées par rapport à ça. La deuxième série de questions va concerner la frontière entre négociation et médiation. Troisième série de questions tourne autour de la question de savoir qui on est quand on est médiateur, ou plutôt qu'est-ce qu'il faut être quand on est médiateur, quelles sont les garanties qu'il est nécessaire d'apporter, et plus particulièrement un focus sur la question de savoir s'il est opportun ou non d'être spécialiste, tout ça à la lumière de nos expériences. La quatrième série d'interventions portera sur la confidentialité. J'espère que nous allons réussir à pouvoir échanger avec vous sur tous ces sujets. Donc, on va se restreindre un peu aussi sur nos interventions. Et la cinquième série, c'est plus lié au format des réunions de médiation, c'est-à-dire ce qu'on appelle réunion plénière ou réunion séparée, ce que les Américains appellent le caucus. Et donc, comment on utilise en fait ces différents formats et quelles sont les préférences selon que c'est Pierre ou moi qui avons cette posture de médiateur, quelles sont nos préférences par rapport à ces formats. Voilà pour la présentation. Et essayant une fois encore de rassembler la plupart des questions qui ont été posées. Il y a un dernier axe qui est lié au comportement, aux attitudes comportementales en médiation, à la gestion des personnes difficiles, des caractères forts, la place de la mauvaise foi. Donc on va essayer également de répondre à ça.
Et si on n'a pas le temps, ben, on verra ensuite comment on gère. Mais essayons déjà de nous concentrer sur les 5 premiers sujets. Je vais donner la parole à Pierre Young et je vais te demander, Pierre, de nous partager avec nous donc, ton vécu, tes expériences en qualité de médiateur ou également d'avocat d'ailleurs, puisque tu es avocat. Si jamais tu étais parti en tant qu'avocat conseil à un processus de médiation, à une médiation, donc quelle est ton expérience sur et comment tu vois les choses sur le fonctionnement ou le déroulement d'une médiation selon qu'il y a ou qu'il n'y a pas d'avocat? Catherine, oui, c'est un vrai sujet que celui-là, parce que l'avocat, évidemment, fait entièrement partie du système de médiation, c'est-à-dire qu'en fait, on ne peut pas penser que l'avocat ne fait que représenter ou assister son client. Il est véritablement un acteur de la médiation, puisqu'il est présent dans la salle, puisqu'il est là, puisqu'on interroge, puisqu'il va prendre la parole, puisqu'il a cette légitimité-là. Il va falloir donc que l'on prenne en compte son rôle et ce qu'il va faire dans le processus de médiation. Il est vrai que dans notre expérience, l'avocat en médiation commerciale, les médiés sont le plus souvent accompagnés de conseils. Donc, on a plus à gérer la problématique de présence d'un conseil que la problématique d'absence de conseil. Si tant est quand même que quand il n'y a pas de conseil, il y a aussi des problèmes qui se posent qu'on pourra envisager. Alors, juste pour aborder ma pratique, je ne vais pas occuper toute la parole, je commence, moi, personnellement, par appeler les conseils, appeler les avocats. C'est mon premier contact en médiation, mon premier contact avec les médiés, c'est à travers les conseils. Pour apprécier si l'avocat est conscient du processus de médiation, à quoi il sert, s'il a été formé en médiation et comment lui-même voit les choses. Et si lui préfère me dire, écoutez, moi je vais être très effacé parce que je ne connais pas le processus, ou au contraire, je vais être très impliqué. Et c'est ma première entrée avec les médiés, c'est à travers les conseils. Alors, je sais qu'il peut y avoir des expériences différentes, mais je propose de vous laisser la parole pour que vous puissiez échanger sur ça et que je la reprenne éventuellement sur d'autres points de la présence de l'avocat en médiation. Pierre, oui, je veux bien rebondir là sur le propos de Pierre. Effectivement, je partage pleinement son point de vue qui est de prendre langue d'abord avec les conseils des parties. La première démarche du médiateur, me semble-t-il, et c'est ce que je fais, et je n'ai que à me féliciter de procéder de la sorte, contacter les conseils. Pour les raisons que tu as dites, sur lesquelles je ne reviens pas, ça permet déjà de voir qui sont ces conseils, comment ils vivent la médiation, comment ils vont aborder la médiation à laquelle qu'on va devoir conduire en tant que médiateur. Et on prend ainsi des repères, des marques qui sont très importantes. Parce que, comme tu l'as dit, quand il y a des conseils, et généralement il y en a, surtout dans les médiations commerciales, interentreprises, les entreprises sont accompagnées de conseils le plus souvent, les conseils vont devoir jouer un rôle. Et la question qui est de savoir quel est le calibrage du bon rôle du médiateur, du conseil auprès des parties. Il ne faut pas qu'ils aient un rôle trop envahissant et se substituer à l'expression de leurs clients. Et de notre côté, on doit veiller à ce qu'ils puissent jouer un rôle utile d'aide aux médiateurs, en quelque sorte, tout en, bien sûr, protégeant les intérêts de leurs clients. Mais ils doivent être actifs. Donc, pour compléter le point, j'ai moi-même essayé plusieurs tactiques d'implication des avocats, notamment en essayant de me poser comme règle que chaque fois que j'aurai un contact à avoir avec les parties, je passerai par le biais des avocats, en dehors donc des réunions, pour laisser ensuite les avocats revenir auprès de leurs clients, leur dire voilà, j'ai eu le médiateur, on a s'expliqué sur tel point, on prévoit une réunion à telle date, voilà où on en est, voilà ce qu'on se propose de faire à la prochaine réunion, etc. Et alors, j'avoue que là, ça dépend. Il faut bien être sûr qu'on a des conseils qui sont aidants dans le processus de médiation et qui sont en bonne intelligence, je dirais, avec le médiateur. Et là, ça peut être excellent qu'on fasse jouer ce rôle aux avocats. Si on a un doute,
Et il vaut mieux essayer de maintenir une relation directe également avec les parties. Alors, moi je partage ces expériences et, enfin, en tout cas, cette manière de procéder. Peut-être en amont, je dirais que là, on parle de médiation interentreprise, on parle de médiation commerciale et qu'il est très rare que ça peut arriver, mais il est rare que ces médiations se passent sans conseil. Je peux dire également qu'il y a eu un webinaire qui a été organisé par le CMAP sur la place du conseil dans le processus de médiation. Donc, il ne s'agit pas de parler de ce sujet en particulier, mais plus de vous livrer nos expériences. Et que pour ma part, donc moi je suis dans cette posture de médiateur depuis environ 10 ans. J'ai eu une seule fois une médiation commerciale sans avocat. Et donc, déjà, moi, je suis avocat de par ma profession, ce qui est également le cas de Pierre Young et pas celui de Pierre Charton. Donc, son témoignage à ce titre est très intéressant, puisque Pierre Charton, lui, a toujours évolué dans l'entreprise. Et donc, cette sensibilité qu'il a à avoir les conseils, les avocats qui participent aux médiations, c'est quand même très intéressant, ce partage de points de vue. Moi, pour ma part, j'adore avoir les avocats en médiation. Je préfère que les avocats soient présents aux côtés des parties pendant le processus de médiation et je vous dirai pourquoi. Et la seule médiation où les avocats n'étaient pas là, ce sont les parties qui avaient décidé de ne pas avoir leurs avocats pendant le processus de médiation à leur côté, c'est-à-dire qu'ils avaient toujours évidemment leur avocat en lien comme conseil, mais dans les réunions de médiation, les parties avaient décidé de ne pas avoir leur conseil présent à la table de médiation. C'était une médiation qui était conventionnelle, c'est-à-dire que les parties avaient décidé, c'était pas sur une clause, c'était contractuel, elles ont décidé entre elles au moment du différend de tenter un processus de médiation. Et d'une part, et d'autre part, les avocats apparemment avaient un passé ou une relation, compte tenu du litige qui était ancien et important, une relation qui était chargée. Les parties avaient décidé qu'elles préféraient être sans ce filtre-là pendant les réunions de médiation. C'est vraiment leur choix. Mais c'est vrai qu'il y a des hypothèses également, ou des situations, ce ne sont pas des hypothèses, moins en médiation commerciale, mais ça peut arriver, où les parties n'ont pas d'avocat, point. Moi, je n'ai jamais rencontré cette situation. Est-ce que vous, de votre côté, vous l'avez rencontrée et comment vous avez pu la gérer? Notamment, les questions qui peuvent se poser, c'est, bon, il y a évidemment comment se déroule le processus, mais surtout au moment de l'accord, il y a comment ça se passe, puisque le médiateur, en principe, ne participe pas à la rédaction de l'accord et ce sont les conseils qui formalisent l'accord que les parties ont pu entrer. Oui, je voudrais rebondir tout de suite là, sur ce que dit Catherine, qui est très important quand elle aborde la question de l'absence d'avocat. J'ai cette expérience où les parties délibérément ont décidé ensemble de venir en médiation sans conseil. Le premier commentaire que je ferai très simplement par rapport à cette situation, c'est que pour le médiateur, c'est beaucoup plus difficile, finalement. On gagne largement à avoir auprès des parties des avocats qui, bien sûr, si possible, connaissent la médiation, mais maintenant, je pense que c'est plus comme il y a quelques années où il y avait encore beaucoup d'avocats qui étaient rétifs à la médiation, qui la connaissaient peu. Aujourd'hui, on n'est plus du tout dans ce contexte-là. Les avocats sont très allants par rapport à la médiation pour la plupart, et donc on n'a pas cette difficulté. Par contre, quand il n'y a pas de conseil, le rôle du médiateur est plus difficile parce qu'il doit s'impliquer davantage, il doit intervenir davantage, il doit expliquer plus de choses, il doit donc voilà, il a une tâche qui est plus lourde, disons, il ne peut pas se reposer, s'appuyer sur les conseils qui vont quelque part pouvoir parler à leurs clients, leur expliquer un certain nombre de choses sur le processus de médiation lui-même ou sur pour expliquer pourquoi le médiateur se comporte de telle ou telle façon. Donc, ça, c'est très important et ça manque quand il n'y a pas de conseil. J'ai eu l'exemple, et je laisserai Pierre intervenir s'il le souhaite pour compléter nos propos. J'ai eu l'exemple d'une médiation curieuse qui était
qui a commencé avec des conseils auprès de chacune des parties. Et chemin faisant, les parties estimant que probablement tout se passait bien et qu'on allait vers un accord, ont décidé de se séparer de leurs conseils pour la médiation. Et donc, les conseils m'ont appelé pour m'annoncer qu'ils n'étaient plus dans le dossier et qu'ils ne participeraient plus aux médiations, que les clients, leurs clients respectifs les avaient écartés. Donc, j'ai dû me plier à cette décision des parties et je me suis retrouvé à conduire la médiation dans un cadre qui était complètement différent. Avec l'absence des conseils, il y avait un vide, pour dire les choses simplement. À nouveau, je me trouvais à devoir être en direct avec les parties et sans ces aidants que sont les conseils dans le processus. Si on travaille bien ensemble, les avocats sont une aide véritable. Et là, j'avais l'impression de redémarrer une médiation quasiment, parce que l'écosystème ou la systémie, comme on dit aujourd'hui, était complètement transformée, modifiée. Et ça a été très difficile finalement, alors qu'on avait fait de grands progrès, on a pu aboutir, mais ça a été beaucoup plus difficile et peut-être sans doute plus long que si les conseils n'avaient pas été là. Quant à la rédaction, je suis tout à fait d'accord, je crois que c'est la position du CMAP, le médiateur ne doit pas rédiger le protocole d'accord de la médiation. Il faut demander aux parties de le faire, il peut proposer un bullet point qui rassemble les points d'accord. Il peut proposer de relire l'accord de médiation pour veiller que rien d'important ou de rien n'a été oublié, qui fait partie dans les choses qui font partie de l'accord. Fort heureusement, quand les parties décident d'aller en médiation sans conseil, elles ont le plus souvent des juristes d'entreprise qui, étant juristes, vont pouvoir pallier à l'absence d'avocat pour proposer la rédaction d'un projet de protocole et se l'échanger entre eux. Donc, c'est très rare d'avoir le cas, je ne l'ai pas connu, où il n'y a pas d'avocat et il n'y a pas de juriste d'entreprise. Alors là, évidemment, c'est sans doute un peu plus difficile, mais il faut demander aux parties de rédiger les choses. Après tout, elles doivent pouvoir rédiger les points de leur accord. Ce n'est pas besoin d'être ciselé comme le ferait un avocat ou un juriste d'entreprise, mais au moins, il faut que ça soit compréhensible, que les points s'y retrouvent et quand même, le médiateur peut veiller à jeter un coup d'œil sur l'accord que les parties échangent avant de le signer. Oui, moi, je veux bien rebondir, si tu es d'accord, Catherine, sur ce que moi, je suis d'accord. Hein. sur ce que dit Pierre. Donc, là, ce que tu dis, Pierre, ça rejoint deux préoccupations. D'abord, une question qui a été posée, qui est intéressante, qui dit qu'il faut assimiler les juristes d'entreprise aux avocats dans le processus de médiation. Ils peuvent jouer le même rôle avec en plus une meilleure connaissance de son client en interne et du secteur d'activité en cause. Alors, c'est intéressant à plusieurs points, et ça rejoint ce que tu dis. D'abord, dans l'exemple que tu donnes, les avocats se sont retirés au milieu du processus de médiation et tu as trouvé en fait une autre médiation. Et ça donne l'importance de la place de chacun en médiation. C'est-à-dire qu'on est dans un système et chacun joue un rôle. Les métiers jouent leur rôle. À quel niveau ils le jouent? Est-ce qu'ils le jouent à un niveau de dirigeant de l'entreprise ou est-ce qu'ils le jouent au niveau de l'opérationnel qui a conduit au conflit? Chacun joue un rôle et ça, c'est à déterminer avant. Et quand on change ces rôles et qu'ils sont redistribués, on arrive dans quelque chose de nouveau qu'il faut qu'on prenne en considération. Et pour rejoindre la problématique de avocat versus juriste d'entreprise, la problématique est un petit peu la même. Évidemment, la présence du juriste de l'entreprise va permettre d'avoir une composante juridique à la médiation, va permettre de rédiger le protocole d'accord à la fin de la médiation. Et tout ça, c'est extrêmement précieux. Mais il faudra sans doute préalablement voir où va se situer le juriste d'entreprise, puisqu'il n'a pas exactement la même indépendance que l'avocat qui est un tiers par rapport au métier. Je ne dis pas que c'est bien ou c'est mal, ce n'est pas le sujet. Le sujet, c'est comment nous traitons ça au début de notre médiation et comment nous situons chacun dans le rôle de médiation. Tout à fait. Comme ça fait 21 minutes qu'on a commencé, je propose de laisser pour le moment ce sujet. On verra dans les questions-réponses comment on continue de le traiter si besoin. Et d'aller sur le deuxième type de question qui nous a été posée, relative à la frontière négociation-médiation. Qui veut commencer?
Je veux bien commencer, Catherine, simplement pour dire quelques mots. Finalement, là encore, c'est la pratique que j'ai, que tu évoquais, de ma présence dans l'univers de l'entreprise en tant que juriste d'entreprise pendant toute ma carrière. Hein. Évidemment, j'ai vécu beaucoup de négociations, notamment, bien sûr, dans le cas de différents commerciaux entre entreprises. Et là, on est directement dans ces négociations, dans des rapports de force. Les entreprises, voilà, je ne veux pas dire qu'elles s'affrontent, mais enfin, elles peuvent le faire de manière tout à fait conviviale. Mais on voit bien que c'est intérêt des uns contre intérêt des autres. Et là, il y a une confrontation des intérêts et il y a ce rapport de force qui pèse sur la négociation, chacun essayant de tirer le meilleur parti de la situation. La médiation obéit à une philosophie complètement différente. Généralement, quand les entreprises font le choix d'aller en médiation, c'est qu'elles ont un problème et qu'elles ont essayé de le traiter entre elles par la voie justement de la discussion, de la négociation, qu'elles n'y sont pas parvenues. Donc, on rentre dans un autre exercice, et je pense que ça fait partie du rôle de médiateur de bien expliquer ça au départ. C'est un exercice différent, ce n'est plus une négociation. C'est une recherche d'une solution amiable. Et là, l'amiable a une dimension très importante. Maintenant, de plus en plus d'entreprises adhèrent à cette idée de l'amiable, ce qui n'était pas le cas il y a 10 ans ou davantage, où la notion de relation amiable dans le cadre de litiges, de contentieux, de différends était tout à fait secondaire, pour ne pas dire absente. Aujourd'hui, les parties qui vont en médiation comprennent que ce mode cette approche du règlement de leurs problèmes est un mode intelligent, et donc elles sont prêtes à être dans une posture, dans une disposition d'esprit différente. Et moi, je voudrais, simplement pour introduire le sujet, faire ce parallèle entre le rapport de force un peu pur et dur, et de l'autre côté, la recherche d'une solution amiable qui puisse être équitable, raisonnable et convenir à tous. Ce qui fait une grande différence. Intéressant, parce qu'en tant qu'avocat, notre rapport à l'amiable n'est pas le même, le prisme n'est pas le même, c'est-à-dire que notre en fait, curseur, c'est est-ce qu'il y a un tiers qui juge ou qui tranche ou pas. S'il y a un tiers qui tranche, comme un juge ou un arbitre, on est dans le juridictionnel, donc judiciaire plus arbitral. S'il n'y a pas de tiers qui tranche ou pas de tiers du tout et que les parties essayent entre elles de mettre en place une technique pour arriver à un accord, on est dans l'amiable. Donc la négociation entre dans l'amiable, fait partie de l'amiable. Un prisme juridique, c'est pas du tout la même approche que celle que tu nous donnes, Pierre Charton, qui est très intéressant d'avoir cette appréciation de l'amiable et intégration donc nouvelle de l'amiable dans l'entreprise versus négociation. Donc, si on voulait faire alors la différence qu'on pourrait faire, hein, la frontière entre négociation et médiation, outre le fait que dans une négociation, c'est binaire, alors que dans une médiation, il y a justement la présence d'un tiers, donc il y a un format différent, on va dire, de conduite de l'exercice. C'est vrai que les deux exercices sont complètement différents dans leur philosophie, et ça parce que du fait de notre présence en qualité de médiateur, tiers, neutre et impartial et indépendant, bien sûr, le rapport au conflit n'est pas le même. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir deux parties qui essayent de faire face à leur conflit et d'essayer de négocier une solution avec ce rapport de force qui peut se mettre en place, dans le cadre de la médiation, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de zone de rapport de force en médiation, ça existe, hein, c'est pas un exercice qui est nécessairement paisible, et tant mieux, puisque l'objectif, c'est que les parties arrivent à exprimer
ce qu'elles ont à se dire et puissent s'entendre et réussir ensuite, réussir et aller vers un accord. Mais là où il y a quand même une différence de philosophie, c'est que ce tiers neutre, indépendant et impartial leur permet d'avoir un rapport au conflit différent. Et donc là, je pense qu'on se rejoint en réalité entre ce que tu as dit et ce que je dis là, c'est que dans la négociation, le cadre va être plutôt fermé, on va être sur plutôt un échange de positions avec une tentative à partir de ces positions pour les parties de trouver un accord. Et dans la médiation, le cadre va être plus ouvert parce que justement, la médiation permet de sortir du cadre juridique ou de la confrontation des positions et a pour objectif d'aider les parties justement d'aller dans une autre dimension, un cadre plus ouvert pour entrer justement dans ce que toi tu appelles la philosophie de l'amiable et dans ce que moi j'appellerais la recherche des besoins et de la satisfaction des besoins et des intérêts pour pouvoir sortir satisfait, mais pas uniquement ou pas seulement ou pas nécessairement. Pierre, à toi. Vous avez dit beaucoup de choses déjà. Moi, je pense que l'un des intérêts du cadre de la médiation, c'est justement de soulager le conflit dans un premier temps par la narration et d'aboutir à un moment donné, si la médiation fonctionne, à une zone où on peut tout se dire, en quelque sorte, et donc où on peut tout envisager. Et dans la négociation, parfois, il est difficile d'avancer une idée sans se dire comment elle va être perçue par l'autre. Et si ça se trouve, ça va être perçu comme une faiblesse, ça va être perçu comme « mais je pourrais en donner plus parce que je donne au moins ça ». Alors que dans le cadre de la médiation, quand on suit le processus de médiation, on arrive à une zone où quelque part, on sait, les médiés se sont libérés, on dit un certain nombre de choses et se trouve, comme tu dis Catherine, face à des intérêts, à des besoins et à voir comment on peut les matcher, intérêts et besoins. Et là, on se rend compte d'une certaine liberté de parole où on peut dire beaucoup de choses qu'on n'aurait pas nécessairement dit dans le cadre d'une négociation. Et je vous donne un exemple, c'est un conflit entre associés. Il y a une bataille très forte entre un plus jeune et un plus âgé. Le plus âgé a l'impression que c'est le plus jeune qui veut prendre sa place, qu'ils n'y arriveront pas, qu'il y a Internet mais qu'ils n'en ont pas besoin dans leur activité. Bref, ils essayent de discuter pendant très longtemps de la façon de recoller les morceaux. Et à un moment donné, dans cette zone dont je vous parle, le plus ancien dit « Moi, ce dont je rêve, c'est d'aller à la pêche dans ma maison ». Et en fait, ce qu'il n'avait jamais osé dire, parce qu'il ne savait pas comment ça allait être pris et il pensait qu'il allait être évincé, c'est qu'il a envie de céder ses parts aux plus jeunes. Et c'est la médiation qui a permis à ça. Je ne suis pas sûr que la négociation l'aurait nécessairement permis sans la présence justement d'un tiers médiateur qui facilite la parole. Oui. Je voudrais, Catherine, si tu le permets, tout à fait intéressant ce que vient de dire Pierre, et je voudrais rebondir sur ce que tu as relevé tout à l'heure de mon propos à propos de l'appréciation de la dimension amiable dans l'univers de l'entreprise. Ce qu'il faut bien voir, c'est pourquoi la médiation inter-entreprise a été si longue à se développer dans le milieu des entreprises par rapport au mode traditionnel, le recours au juge, le recours aux arbitres, ou bien sûr la négociation directe qui reste et est resté le mode le plus couramment pratiqué pour régler un litige. Et il y avait un évitement, il y a eu longtemps et encore aujourd'hui, pour certaines entreprises, et non des moindres, un évitement de la médiation. Et l'évitement de la médiation, il tourne entre autres autour de quoi? Il a tourné autour de cette idée de l'amiable, qui était mal vue. Le juriste d'entreprise qui en interne venait expliquer qu'il y avait un mode intelligent, rapide, pas trop coûteux comparé aux autres, qui pouvait être utilisé et qui s'appelait la médiation et qui l'expliquait comme ce que c'était et qu'il faisait comprendre que c'était un mode amiable, il se faisait voler dans les plumes. On lui disait mais qu'est-ce que c'est? Attendez, c'est de la négociation, on l'a déjà fait, ça n'a pas marché, on a un bon dossier, il faut aller voir le juge. Point barre. On ne vous paye pas, monsieur le juriste, pour nous expliquer qu'il faut faire de l'amiable. Les entreprises ont la conduite de leurs affaires et la défense de leurs intérêts avait une
conception extrêmement rude, voire brutale. Ils avaient négocié, ils n'étaient pas parvenus, ils étaient de bonne foi, l'autre était forcément de mauvaise foi, et il fallait aller à la castagne. Donc, ça a été tout un chemin, un long cheminement pour faire accepter que l'idée de l'amiable, c'était pas se coucher devant la partie adverse, c'était pas un aveu de faiblesse, c'était pas vouloir entrer en médiation, c'était pas tout ça, c'était simplement faire preuve d'intelligence. On y arrive à peu près maintenant, mais ça a été très difficile, et c'est pour ça que je cale le point de bascule entre la négociation et la médiation autour de la progression de ce concept d'amiable. Ok, peut-être ce que moi je constate dans les médiations que je conduis, c'est que, bon, bien sûr, il y a cette frontière dont on vient de parler, mais évidemment, la négociation est présente dans la médiation. C'est-à-dire qu'il y a d'abord, au moment où les parties racontent leur histoire et surtout expliquent pourquoi elles en sont là et pourquoi elles comptent rester dans cette position on va dire, d'expression de leur position et de leur rapport de force, à ce moment-là, elles sont dans une posture de négociation puisqu'elles sont dans l'opposition de leur position pour essayer de convaincre l'autre qu'elles ont raison. Et donc ça, c'est le point de départ. Et c'est vrai que ce que tu dis, Pierre, le cadre de la médiation qui permet l'allègement du conflit et l'expression des paroles, la libre expression des paroles, fait qu'on arrive à passer ce cap pour aller vers, bon, on est là, qu'est-ce qu'on cherche, qu'est-ce que vous voulez et où vous voulez aller. Et comme elles sont rentrées en médiation, les parties, elles sont quand même dans cette optique d'aller vers la recherche d'un accord. Elles tentent cette voie-là. Mais après, quand on est plus tard dans le processus, où une fois les intérêts identifiés, différentes pistes de solutions sont envisagées. Avant que ces pistes de solutions soient envisagées, on va dire, de façon constructive vers la construction de l'accord, il y a de nouveau une phase que moi je trouve entre elles, une phase de négociation. Le médiateur, il ne participe pas à cette phase, mais il est là dans le processus où il voit cette phase se développer et qui est une phase qui, une fois encore, à ce moment-là, utile entre elles, puisque dans le cas de cette, je dirais, exercice de négociation, les parties analysent donc leur BATNA, c'est-à-dire quelle est ma solution hors accord. Elles analysent leurs différentes forces, faiblesses, je ne sais pas comment, voilà, intérêt à poursuivre ou pas, position de l'autre. Quand je dis position, ce n'est pas position juridique, mais situation de l'autre. Et elle rentre encore à ce moment-là dans une forme de négociation. Et le médiateur ou le processus de médiation leur permet justement d'aller au-delà et de ne pas seulement rester dans un processus binaire de négociation, mais d'avoir l'expression libre, et ça va nous permettre d'enchaîner, vous allez voir ma transition vers un autre sujet qui est la confidentialité, évidemment, d'avoir une expression libre des différentes pistes de solutions pour pouvoir ensemble les envisager, les hiérarchiser, les tester, voir si elles fonctionnent, les tester avec la réalité, et donc d'aller peut-être plus loin vers la construction de leur accord. Alors, j'en profite que j'ai la parole pour nous faire évoluer vers le troisième sujet, et je vais prendre peut-être le sujet de la confidentialité à ce stade, parce que tout ce qu'on a dit fonctionne et fonctionne bien parce que le processus de médiation est confidentiel. Alors, moi, mes expériences avec… Alors, la confidentialité, c'est évidemment un pilier du processus de médiation, et comme le disait Pierre Charton tout à l'heure, c'est bien parce que le juriste d'entreprise explique que le processus, il est sécurisé, que les entreprises peuvent accepter d'aller vers ce processus de médiation, les parties de façon générale. Alors, quelques peut-être, comment dire, illustrations pratiques de la confidentialité, de l'importance de la confidentialité et de la difficulté parfois pour le médiateur gérer cette confidentialité. C'est au médiateur de gérer la confidentialité du processus. Le processus, il est confidentiel, d'accord, la loi le dit,
Mais le médiateur doit faire en sorte que cette confidentialité soit respectée par les parties. Lorsqu'il y a dans les médiations, on en parlait tout à l'heure, la présence d'avocats, les avocats sont sensibles à cette confidentialité, bien entendu, puisque ça fait partie de leurs obligations déontologiques, leurs obligations professionnelles, et par conséquent, moi, une des choses que je dis, et j'ai eu la démonstration que c'était utile, c'est que la loi couvre de confidentialité le processus de médiation et ce qui est échangé dans le cadre des réunions de médiation, dans le cadre du processus de médiation, constaté par le médiateur et les échanges entre les parties, mais ne règle pas la question de l'échange des pièces. Et par conséquent, lorsqu'il y a des éléments, des documents qui doivent être échangés en médiation, et donc ça arrive pas nécessairement très souvent, mais de temps en temps, enfin assez régulièrement, moi j'invite les parties à faire en sorte que cet échange de pièces passe par le canal des avocats, puisque l'échange des correspondances entre avocats est par nature confidentiel et par conséquent, ça ajoute une protection complémentaire à la confidentialité du processus de médiation. Récemment, sur un autre plan, les parties avaient besoin de faire venir à la table de médiation un tiers, c'est-à-dire ni quelqu'un de chacune des entreprises, ni un de leurs avocats complémentaires, le cas échéant, mais un tiers expert qui avait, à leur demande, engagé une mission communément arrêtée entre elles, mais pour laquelle il était utile pour le processus de médiation que ce tiers restitue oralement aux parties les conclusions de son rapport et soit à l'écoute des éventuelles questions posées. Donc ça, c'est une médiation qui est ouverte en ce moment, en cours, et donc je l'ai tout de suite gérée de façon à faire en sorte, évidemment, que ce tiers signe un engagement de confidentialité. Mais il n'était pas, possible que l'engagement de confidentialité que ce tiers signe soit global, dans la mesure où les parties s'étaient mises d'accord pour que les conclusions du rapport ne soient pas confidentielles. Par conséquent, l'objectif était que le tiers puisse, d'une part, rendre des conclusions à ce rapport qui soit non confidentiel, donc utilisable par les parties, le cas échéant dans le cadre d'un processus judiciaire ou entre elles, mais que le fait qu'il vienne au processus de médiation en parler reste confidentiel. Autrement dit, l'objectif pour les parties qui souhaitent garder la confidentialité sur l'existence de leur processus et sur le contenu, bien sûr, mais aussi sur l'existence, processus de médiation conventionnelle, l'accord des parties était que ce tiers, même s'il venait en médiation raconter les conclusions de son rapport et répondre à quelques questions, ne puisse en aucune manière faire état et du processus lui-même et le cas échéant des questions posées, et que ces questions n'influent pas les conclusions de son rapport. Donc c'était intéressant comme exercice. J'en ai plein d'autres sur la confidentialité, mais je vous laisse la parole. Je la prends, Pierre. D'accord. Juste pour dire que la confidentialité, c'est évidemment, comme dit Catherine, et comme évidemment le soulignait Pierre, c'est une des clés de la médiation, c'est évident. Mais c'est facile à dire, mais c'est plus difficile peut-être à mettre en œuvre, comme avec l'exemple que vient de montrer Catherine, parce qu'on n'y pense pas nécessairement. Et je pense que la médiation, d'abord, la confidentialité, c'est quelque chose qui doit être dit déjà, expliqué par le médiateur dans le cadre de présentation du processus. Et surtout, il faut obtenir une adhésion franche, expresse, de chacune des personnes qui fait partie de la médiation. Et je crois que la confidentialité, c'est quelque chose qu'il faut répéter régulièrement. On les répète au début des caucus. On le répète souvent, on l'envisage au moment de l'échange de documents. Et dans les premiers contacts entre le médiateur et les médiés ou entre le médiateur et les avocats, il y a la nécessité de bien comprendre ce qu'on va échanger et éventuellement d'envisager dès maintenant cette confidentialité, comment elle va se passer en pratique.
Et en pratique, il y a des petites choses dans le cadre de la médiation qui sont importantes, qui paraissent des détails, mais qui sont fondamentales. La prise de notes, par exemple, et notamment la prise de notes par le médiateur. Vous avez des médiateurs qui prennent beaucoup de notes sur des sujets techniques, mais qu'est-ce qu'on fait de ces feuilles? En fin de médiation, on les met dans la sacoche. Ben, ça peut poser une difficulté pour les médiés qui ne comprennent pas comment ça se fait que ces notes, qu'est-ce que le médiateur va faire de ces notes, puisque c'est confidentiel. Est-ce qu'il va en rendre compte à quelqu'un? Est-ce qu'il va les relire? Est-ce qu'il va les reprendre? Et souvent, une des pratiques des médiateurs, c'est de déchirer les notes devant tout le monde, de manière à ce qu'on montre bien la confidentialité. Et un autre petit exemple qui touche bien la confidentialité, c'est pour vous montrer à quel point c'est prégnant et à quel point le médiateur doit le prendre en compte, c'est les téléphones portables. Le téléphone portable est souvent mis sur la table de la médiation, sans qu'on ait prévenu à l'avance qu'on souhaitait qu'il soit coupé, de manière à ce qu'on ne soit pas dérangé en dehors des pauses. Mais surtout, si on ne le fait pas et que le téléphone est posé sur la table, on se dit, mais ce téléphone, il est actif, il n'est pas actif, il y a un micro, il n'y a pas un micro. Je pense que c'est très important pour les médias que ces petits problèmes-là soient réglés parce qu'ils touchent à quelque chose de tellement structurant de la médiation qu'il faut les anticiper. Je ne peux que souscrire à tout ce qui vient d'être dit, notamment sur les recommandations très, très pratiques de Pierre. Et on ne pense pas suffisamment au téléphone. Je pense que pour mettre à l'aise les parties dans la médiation et dans leur expression, ce point, et tu l'as dit, donc je ne le répète pas, est essentiel, c'est fondamental. Si les parties sentent qu'effectivement, on a installé une confidentialité, qu'on s'est donné les moyens de cette confidentialité, à ce moment-là, on va gagner en capacité de libre expression et donc ça facilitera le processus. Peut-être juste pour clore et qu'on puisse passer à un autre sujet, parce que l'heure tourne, et rebondir sur la confidentialité par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure. Deux axes. Un, il y a une question qui est posée dans le chat qui est quid de la confidentialité quand il n'y a pas d'avocat? Et deux, la confidentialité, ok, comme règle de conduite, mais également comme outil moteur du processus. Donc moi, je fais deux observations par rapport à ça. Sur la confidentialité quand il n'y a pas d'avocat, c'est la même confidentialité en fait, qu'il y ait ou non avocat. J'ai parlé des avocats simplement pour la transmission d'un document. S'il n'y a pas d'avocat, les parties ne se transmettent pas de documents ou signent un engagement de confidentialité sur la transmission de documents, donc c'est un peu lourd. Donc moi, je préfère que les parties se montrent le document pendant la réunion de médiation, mais qu'il n'y ait pas d'échange de pièces, c'est-à-dire d'échange du document papier. Deuxième point sur la confidentialité comme outil moteur du processus, pour revenir à notre propos tout à l'heure, c'est parce qu'il y a cette confidentialité et parce que cette parole est protégée, la parole des parties est protégée, qu'on peut avoir à un moment dans le processus de médiation, une fois les positions exprimées et les intérêts de chacun extirpés et entendus, que les parties peuvent ensemble essayer de mettre sur la table un certain nombre de solutions pour voir comment ça peut marcher. Et donc moi, la confidentialité, j'en parle dans le processus, évidemment au début, comme l'a dit Pierre Young, puisque ça fait partie des règles qu'on expose et des garanties du processus. J'en reparle au moment des caucus ou des entretiens séparés, puisque c'est une confidentialité à part, dont on aura peut-être le temps de parler tout à l'heure. Et j'en reparle encore justement à ce moment-là du processus, quand il y a une forme de réticence ou de retenue peut-être des parties à vouloir s'exposer en mettant un certain nombre de solutions sur la table. Et donc à ce moment-là, je leur rappelle à nouveau le cadre et cette règle qui devient un outil en fait d'émulation et de respiration, mais également de protection pour remettre les parties en situation de confort par rapport au processus de médiation. Juste peut-être une chose encore sur, effectivement, quand la confidentialité et d'autres choses dont on a parlé peuvent être prises en compte dans la convention de médiation. Et là, c'est intéressant quand vous travaillez quand vous êtes médiateur d'un centre de médiation et que vous intervenez à partir des règles et des conventions du centre de médiation, c'est intéressant de les regarder en amont
puisque ce sera la référence souvent des médiés, cette convention de médiation du centre, qui va permettre de régler déjà un certain nombre de questions et d'obtenir l'accord des médiés sur un certain nombre de choses. Quand on est mandataire ad hoc et qu'il n'y a pas de convention de médiation en amont à travers un centre de médiation, il est important justement d'attacher beaucoup de soin à la rédaction de cette convention préalable. Alors, sur le timing, il est 9h17. Alors, on a deux sujets encore. On a trois sujets encore. La question de savoir qui on est comme médiateur et notamment est-ce qu'il est préférable d'avoir un médiateur spécialiste ou pas, qui est une vaste question. Alors, l'objectif, ce serait peut-être d'avoir quand même des cas pratiques. La deuxième question qu'on a en suspens, c'est le format en fait, des réunions, entretiens séparés, réunions plénières, par quoi vous préférez commencer. Et l'autre point qu'on n'aura peut-être pas le temps d'aborder, peut-être ce sera pendant les questions, c'est, parce que c'est un sujet vaste aussi, c'est les problèmes comportementaux, je dirais, et la gestion de l'émotion en médiation. Alors, qui a envie de… Vous voyez, je vous passe la parole. Claire. Je vais bien commencer. Oui, c'est comme tu le dis, c'est une question qui vient immédiatement. Quel est le sujet que tu prends, Pierre, pardon, sur les sujets que j'ai annoncés? Ah bon, pardon. Moi, j'étais sur est-ce que le médiateur doit être un spécialiste du domaine concerné par la médiation? Ok. Ça va? Très bien. Bon, donc là, je voulais, oui, parce que c'est une question qui se pose systématiquement. Les parties s'imaginent toujours qu'il leur faut le sachant, l'expert qui connaît leur domaine d'activité sur le bout des ongles pour pouvoir avoir une bonne médiation. Je comprends ce réflexe. Et quand j'étais en entreprise et que pour régler un litige, je souhaitais qu'on ait recours à la médiation, au moment de choisir le médiateur, évidemment, cette question vient à l'esprit et on se dit il faut quand même quelqu'un qui connaisse notre activité, ça nous fera gagner du temps, etc. Maintenant que je suis médiateur, j'ai une opinion un petit peu plus tempérée par rapport à cela. Je me suis aperçu que j'avais été nommé médiateur dans la plupart des dossiers où j'ai été médiateur, je ne connaissais pas les secteurs d'activité. Et parfois, c'était des secteurs extrêmement techniques. J'ai à l'esprit un cas de problème autour de certificats d'émissions de CO2, des choses qui obéissent à des réglementations très particulières et qui étaient au cœur du litige entre les parties. Et je me suis intéressé à ces secteurs et à leur réglementation s'il le fallait. Je me suis documenté, j'ai étudié les choses autant que possible. Je me suis fait expliquer aussi, il ne faut pas hésiter dans ce cas-là. Ce que je fais pour ce qui me concerne, c'est d'aller prendre un contact préalable avant de démarrer la médiation avec les conseils, comme on l'a dit tout à l'heure, mais aussi, si elles le peuvent, en présence de leurs clients, donc en présence des parties. Je le fais donc successivement, je vois l'un, je vois l'autre, je suis transparent par rapport à ces contacts, les parties en sont informées. Ce sont des contacts préalables, de prise de contact, qui me permettent d'arriver avec une batterie de questions qui sont orientées sur l'activité, etc., et de me faire expliquer un certain nombre de choses pour être sûr d'avoir les briques qui vont me permettre de bien comprendre le litige et de faire mon travail de médiateur. Et finalement, sans prétention, je veux dire que ça marche très bien. On comprend et on fait son travail de médiateur sans ressentir de gêne particulière. Et s'il faut, en cours de médiation, se faire expliquer un terme, se faire expliquer quelque chose, les parties sont ravies de donner l'explication et voilà, on avance très bien. Ce n'est pas un obstacle. La médiation ne réussit pas ou réussit en fonction de ce critère de la bonne connaissance qu'a le médiateur du secteur d'activité. Je ne crois plus du tout à cela. Oui, moi je partage totalement cet avis également. Je pense qu'il n'est pas nécessaire d'être spécialisé. Je sais que c'est une demande de beaucoup de parties, de beaucoup de métiers, d'avoir un médiateur spécialisé, sans doute pour se rassurer de ce que les termes seront compris, de se rassurer de ce que la médiation se passera mieux
Mais pour moi, ça pose un problème particulier qui est… Qu'est-ce qui se passe? Ça pose un problème particulier qui est que souvent, quand on demande un médiateur spécialisé dans le domaine de la médiation, on va se trouver confronté à des problématiques de conflit d'intérêts, qui fait qu'on pourra peut-être avoir un médiateur spécialisé, mais qui connaîtra sans doute plus ou moins directement les parties en cause. Donc, moi, je suis vraiment pour que le médiateur ne soit pas spécialisé, que ce soit un médiateur qui ait de l'expérience, évidemment, du fait de sa profession, quelle qu'elle soit. Et c'est la richesse de la médiation, justement, de ne pas avoir que des avocats et de ne pas avoir que des juristes. Et donc, c'est quelque chose de très, très important. Mais je pense que le médiateur spécialisé n'est pas nécessairement une bonne chose. Et alors, un exemple que je peux vous donner pour rebondir là-dessus, c'est que quand on fait des exercices de médiation avec des jeunes médiateurs, on a évidemment, comme ça se passe pour le concours de la médiation, on reçoit tout un tas d'informations sur le cas, sur la façon dont le cas peut évoluer, de manière à entraîner les jeunes médiateurs. Et souvent, dans le coaching que l'on fait de jeunes médiateurs, je leur dis, écoutez, ne lisez pas le document pour le médiateur. Laissez-le complètement de côté et venez complètement vierge à la médiation. Eh bien, on se rend compte avec ces petits exercices à quel point on est plus attentif et surtout à quel point on utilise tout le matériau que les médiateurs donnent en cours de médiation. Et c'est avec ce matériau-là que vous allez faire évoluer vers une solution que vous allez prendre en main le processus de médiation. Merci. Moi, je suis sur la même ligne que vous. Ouf. Enfin, ouf ou pas d'ailleurs, parce que pour le débat, ça peut être intéressant, effectivement, d'avoir quelqu'un qui ne soit pas dans la même optique. Mais j'ajoute que si, alors les parties souvent demandent un médiateur spécialisé et les magistrats également, les juges aiment bien avoir des médiateurs dans le domaine qui fait l'objet du litige. Si ça peut rassurer les parties ou les prescripteurs que le médiateur soit spécialisé et faire en sorte qu'un processus de médiation puisse s'ouvrir, moi je dis très bien. Mais dans mon expérience, j'ai, comme Pierre Charton le disait tout à l'heure, eu des situations qui ne correspondaient pas du tout à mon activité d'avocat. Quand je dis d'avocat, c'est dans les matières dans lesquelles je peux donner des conseils ou conseiller des clients. Et j'ai trouvé ça très intéressant et je trouve que voilà, ça stimule la curiosité aussi du médiateur et donc ça favorise l'écoute, ce que disait aussi Pierre avec son exercice de coaching des jeunes médiateurs. Quand on est complètement profane en fait du domaine, de la situation, etc., d'une part, d'abord, on n'a pas de biais sur l'appréciation des faits ou de la situation. Et d'autre part, on développe une écoute particulièrement forte, intense, pour pouvoir justement s'immerger dans la situation factuelle qui est décrite, pour ensuite pouvoir comprendre les problématiques et aider les parties à avancer vers une solution. Donc moi j'aime et puis moi naturellement je suis pas j'ai pas nécessairement besoin de rester dans ma zone de confort tout le temps, donc moi ça m'amuse plutôt d'être dans une zone qui n'est pas mon domaine d'activité, mais de pouvoir dans cette zone par le développement des outils et de la posture de médiateur remplir pleinement cet espace-là de la place du médiateur dans la médiation sans être un médiateur, on va dire, expert qui va être enclin, amené, parce qu'il connaît la matière, l'activité, à vouloir donner son avis, puisqu'on ne l'a pas dit, mais on va le dire maintenant. Pour nous, en tout cas pour moi, le médiateur, dans sa posture, n'est pas là, bon, évidemment, ni pour juger, ni pour trancher, mais pas là non plus pour donner son avis sur la manière dont il voit les choses. On a des questions qui ont été posées sur d'autres domaines, donc je vous propose de passer peut-être, puisqu'il est 9h26, à la thématique qui est comment on met en place nos formats de médiation.
Je veux bien commencer, peut-être je repose le cadre. Donc la médiation est confidentielle. La médiation, c'est les parties en présence avec le médiateur assistées de leur avocat si elles en ont. Et les formats possibles, ce sont des réunions plénières, c'est-à-dire tous ensemble, tous et toutes, et des réunions séparées ou caucus, c'est-à-dire une réunion entre une des parties avec ou sans son avocat et le médiateur, c'est ça ce qu'on appelle le caucus. Et dans le cadre de ce caucus, la confidentialité, moi je dis qu'elle est renforcée, c'est-à-dire qu'en plus de la confidentialité du processus, les entretiens que le médiateur a avec la partie pendant cet entretien séparé sont confidentiels vis-à-vis de l'autre partie. Une fois encore, la médiation, ce n'est pas une procédure, c'est un processus, il n'y a pas de contradictoire comme on connaît dans le procès. Et par conséquent, les parties peuvent parler au médiateur sans que l'autre partie soit au courant de ce qui est dit. C'est évidemment une des forces également du processus de médiation. Et donc, ces entretiens séparés, on peut, selon sa pratique, les mettre en place avant de commencer la réunion plénière ou une fois qu'on a mis en place une réunion plénière pendant la réunion plénière ou entre des réunions plénières, etc. Alors moi, je vous donne ma pratique, on va dire, peut-être mon inclinaison naturelle quand on est en médiation physique, en présence physique. En présence physique, sauf si les parties me le demandent et préfèrent commencer par un entretien séparé, ce qui est possible et que, voilà, évidemment j'accepte dans ces cas-là, moi je préfère commencer mes médiations par des réunions plénières. Comme le disait Pierre tout à l'heure, mon premier contact, il va être avec les avocats pour mettre en place le processus, puisque c'est d'ailleurs en général le nom des avocats qu'on a soit dans les décisions de justice, soit pour prendre le cas du CMAP, par la feuille de saisine. Et je fais en sorte de réunir les parties ensemble dans une réunion plénière et de les rencontrer en fait à ce moment-là, toutes les parties et leurs avocats à ce moment-là. J'aime bien commencer comme ça pour plusieurs raisons. D'abord parce que j'aime bien ce format où tout le monde se retrouve, c'est l'objectif du processus de médiation. J'aime bien pouvoir avoir une seule parole quand j'expose les règles du processus, la manière dont ça fonctionne, les garanties, etc. Et alors que si je commence par un entretien séparé, il est nécessaire évidemment qu'au début de chaque entretien séparé, je le fasse, mais ça ne va pas être la même parole, enfin, c'est-à-dire que les parties n'entendent pas la même chose au même moment dans un espace-temps. Ça ne veut pas dire que je ne dis pas la même chose, j'essaie de dire la même chose, mais elles ne sont pas ensemble quand elles reçoivent cette information. Or, ce sont les règles du processus et j'aime bien que ces règles elles soient véhiculées et entendues au même moment par les parties et que s'il y a des questions qui sont posées, les parties entendent les questions qui sont posées par l'autre. Donc, j'aime bien ce niveau-là d'écoute. J'aime bien pendant la réunion plénière, justement, intercaler des apartés, évidemment, à différents niveaux au moment du processus. J'aime bien une fois que cette plénière avec aparté, ou parfois sans, ça m'est arrivé de faire des médiations sans aucun caucus, mais j'aime bien que quand ces réunions physiques se terminent et qu'on a une autre réunion programmée, entre les deux, on puisse faire des apartés comme des réunions de travail pour travailler. Et ça, c'est ma pratique en médiation physique. Et alors, en médiation en ligne, ma pratique est complètement différente. Je ne commence pas une réunion en ligne, une médiation en ligne, par une plénière. Je commence systématiquement une réunion de médiation en ligne, par des apartés. Parce que l'outil, bon, on va pas parler de la médiation en ligne, il y a eu un webinaire là-dessus, mais voilà, je vous donne ma pratique. Et donc, en réalité, ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'essaye d'être le plus flexible possible, que j'ai pas un TOC et que je veux absolument rester dans une forme de pratique. Après, je m'adapte en fonction, mais j'aime bien faire les choses comme ça. Catherine, je voudrais rebondir tout de suite sur ce que tu as dit à propos de la pratique que j'ai moi, parce que ça fait référence à cela et c'est très intéressant d'ailleurs d'évoquer nos pratiques qui sont différentes sur ce point. Moi, je prends toujours contact avec les conseils
et je demande que leur client soit avec eux à ce moment-là. J'appelle ça une prise de contact préalable. Dans mon esprit, et je le dis, je n'ai pas commencé la médiation. On fait connaissance. Je dis qui je suis, mon parcours, je pose des questions sur le litige pour me le faire expliquer. Chaque partie dont va pouvoir successivement, puisque je vais avoir mes deux contacts assez rapprochés généralement, va m'expliquer son point de vue, pourquoi il y a un litige, son historique, etc. Je travaille beaucoup en amont le plus possible de mes cas de médiation pour arriver avec la meilleure connaissance possible de qui sont les parties, quelles sont les raisons de ce litige, etc. Et quand je réunis la réunion plénière la première fois, là, on a fait connaissance et là, j'explique les règles, le processus, et je l'explique une fois et de la même manière pour tout le monde. Et j'ai pu emmagasiner énormément d'informations écrites ou orales qui m'ont permis de réfléchir aux difficultés du cas, à la manière dont j'allais engager le processus de médiation, comment j'allais questionner les parties, etc. J'ai une réflexion amont. Après, je vais m'adapter en fonction de ce qui se passe concrètement, mais au moins je me sens solide par rapport à cet engagement de la médiation. Donc, moi, je procède comme ça. J'essaie d'aller le plus avant possible. Alors, si c'est un domaine, comme c'est le cas, on l'a dit tout à l'heure, où nous n'y connaissons strictement rien, j'essaie de m'éduquer sur le domaine. Les parties vont m'aider à m'éduquer. Mais il y a cette présentation préalable pour savoir qui est qui. Là, j'essaie de voir les caractères des gens. Notamment s'il y a des gens qui sont plus ceci, plus cela, pour prendre en compte aussi cette dimension-là. Donc, pour moi, c'est de la préparation de terrain, si tu veux. La médiation commence effectivement lors de la première plénière, et là, j'explique les règles, comment je veux travailler, comment je souhaite qu'on mène cette médiation, quelles en sont les règles, quel est le cadre que je vais poser et dont je serai le gardien. Moi, ce que je trouve intéressant dans cet échange, c'est le mot utilisé, c'est la flexibilité. C'est-à-dire qu'en fait, par exemple, dans les médiations, souvent dans les médiations anglo-saxonnes, il n'y a pas de plénière, il n'y a que des caucus. On peut trouver plein d'explications à cela, mais donc les médiés, les parties ne se verront jamais en plénière. Ce sont le médiateur qui va aller d'une salle à une autre où les médiés sont présents avec leurs conseils et ne se rencontrent pas. Ça m'est arrivé d'ailleurs dans une médiation en France où les médiés ne voulaient absolument pas, compte tenu de leur niveau de rivalité et compte tenu de l'état de leur exaspération mutuelle, se rencontrer. Et donc, en tant que médiateur, je faisais l'aller-retour entre les salles où étaient les médiés avec leurs conseils. Et on a trouvé un accord, et à la fin de l'accord, il a été signé très tard dans la nuit. Les médiés et les conseils et le médiateur, on s'est retrouvés dans une grande salle pour signer l'accord qui avait été rédigé par les conseils et boire un verre de champagne. Il était très tard, mais c'était intéressant parce qu'au début, j'étais assez dérouté, je dois vous dire, parce que je n'avais pas eu cette plénière. Comme dit Catherine, on dit des choses à certains et on faudrait les dire de la même façon à d'autres parce qu'a priori, on dit les mêmes, mais ce n'est pas nécessairement entendu. Donc, il y a tout un tas de processus de la médiation qui est complexe pour faire entendre à l'autre ce que l'autre dit, ce qui n'est pas facile. Mais le principe, justement, c'est ça, c'est la flexibilité et que de considérer bien l'aparté comme un outil de la médiation et de savoir quand le placer, et les parties peuvent vous le demander d'ailleurs, de vous voir séparément, mais de savoir à quel moment je peux utiliser cet outil dans le processus. Oui, puis je crois que voilà, on a tous enfin, il n'y a pas une manière de faire, il y a autant de manières de faire que de médiateurs ou comme on le sent, et même un seul ou une seule médiatrice comme moi a plusieurs pratiques selon la manière dont les choses se passent, selon les demandes des parties, bien entendu. Peut-être que ce que je peux ajouter là, c'est qu'en plus de ces deux formats, de réunion plénière et réunion séparée, j'aime bien toujours lié à cette flexibilité, ces zones de respiration. J'aime bien aussi qu'il y ait d'autres formes de réunions qui se passent dans le processus de médiation, qui sont ni des réunions plénières, ni des entretiens séparés caucus,
mais qui sont soit des breaks, en fait, des pauses, mais des pauses pour permettre aussi aux parties de parler à leur conseil ou aux conseils de parler à leur partie. Donc ça, c'est des mini-réunions où le médiateur n'intervient pas nécessairement. Et de temps en temps, ça m'est arrivé de mettre en place une réunion qui soit une forme de plénière en réalité, mais sans les parties, c'est-à-dire uniquement les avocats rassemblés avec moi. Je l'ai fait, il y a un cas, peut-être j'en parle en termes d'expérience, où je l'ai fait, où les parties arrivaient à se parler. Donc, le sujet n'était pas de réunir leurs avocats parce que les parties n'arrivaient pas à se parler. Elles étaient en conflit sérieux. C'était une médiation qui portait sur une révocation, un conflit d'associés, une révocation. Donc, c'était assez sensible. Il y avait une part financière, évidemment. Il y avait une part émotionnelle. Il y avait une part d'ego parce qu'il y en avait un qui considérait qu'il avait été malproprement sorti de l'entreprise. Mais pour autant, elles arrivaient à se dire les choses s'agissant du conflit financier. C'est-à-dire que le point de départ d'une des parties, c'était « je ne parlerai pas des conditions de la révocation ». Et la révocation avait été violente dans la manière dont elle avait été faite et mal vécue. Et de toute façon, c'était évidemment une des sources du conflit. Mais il y avait une parole fermée par rapport à ça. Donc, tout le monde était d'accord pour considérer le fait que dans cette médiation, on pouvait avancer sans avoir à revenir sur la manière dont la révocation s'était passée. Et donc, les parties étaient d'accord pour continuer le processus sans en parler. Donc, on a essayé, puisque c'était leur souhait. Et puis, en réalité, le processus bloquait, puisqu'il y avait quand même ce point-là qui n'avait pas été purgé. Mais il était clair que les parties ne voulaient pas se retrouver sur ce sujet, à se reparler et à se confronter. Et donc, c'était un point extrêmement sensible, puisque moi, ça me paraissait nécessaire pour avancer dans le processus, et en même temps, je ne voulais pas mettre les parties dans une situation de fragilité ou de zone de non-confort, justement, par rapport à ça. Et donc, à ce moment-là, j'ai proposé aux avocats de les voir ensemble et de pouvoir ensemble parler du point. Et donc, la manière dont on a géré ça, c'est ce que je leur ai proposé quand je les ai vus, donc dans cette espèce de mini-plénière. Je leur ai dit, écoutez, voilà, ce truc nous gêne dans le processus de médiation. Et ils en avaient pris conscience aussi, puisque ça faisait un moment qu'on était un peu sur une espèce de faux plat. Et je leur ai proposé, allouons à chaque partie 10 minutes ou 15 minutes de parole sur le sujet. On pose le cadre qui est chacun s'exprime pendant 10 minutes maximum sur cette question. Il n'y a pas nécessairement de questions-réponses, il n'y a pas nécessairement de… Chacun expose ce qu'il a sur le cœur et après on referme et on voit comment les choses avancent. Donc c'est ce qu'on a fait. Les avocats étaient d'accord pour qu'on procède comme ça. C'est eux qui ont proposé, ils ont vu d'abord évidemment avec leurs clients si c'était quelque chose qui était acceptable par eux. Les parties étaient d'accord. Le cadre a été posé. 20 minutes dans la réunion de médiation a été consacrée à ce point-là. Le point a été fermé et finalement la médiation est allée vers une solution qui a été négociée entre eux. Donc voilà pour les différents formats et la flexibilité et la manière dont on s'adapte, en fait, flexibilité, adaptabilité. J'ai parlé longtemps là sur ma petite expérience, il est 9h40. Peut-être on pourrait peut-être d'une part prendre les questions. Alors il y a plusieurs manières de procéder. Soit il y a des questions qui ont été échangées dans le chat qui portent sur l'utilisation des documents par le juge quand il n'y a pas d'avocat s'ils sont échangés en médiation. La délégation de pouvoir, quid si c'est quelqu'un qui a une délégation de pouvoir de l'entreprise et qu'il faut ensuite passer devant le conseil d'administration, le COMEX, comment ça se passe. Les bonnes pratiques de comédiation, est-ce qu'on donne des temps de parole égaux aux parties en médiation et pourquoi je préfère un aparté préliminaire lorsque je fais de la médiation en ligne. Mais pour que nos participants puissent s'exprimer aussi, on pourrait également, je ne sais pas ce que vous en pensez, ouvrir la parole et puis voir comment on s'adapte à leurs questions. Qu'est-ce que vous préférez? D'accord. Oui, bien sûr. Alors, je laisse le CMAP faire.
Oui, alors, je peux donner la parole à ceux qui lèvent la main en appuyant sur le bouton en bas de votre écran. Je vais regarder s'il y a des gens qui ont… Voilà, on a un premier spectateur. Alors, c'est Déborah Aflalo qui va prendre la parole. Allô? Allô? Oui. Bonjour. Bonjour, vous m'entendez? Oui, bonjour. bien. Merci pour vos exposés clairs et très intéressants. J'ai juste une petite question sur la confidentialité qui me paraît définir quand, par exemple, il y a des apartés, enfin, ce que vous appelez les caucus. À ce moment-là, on a des informations et elles peuvent servir éventuellement comment dire, à rassembler les parties sur certains points et de ne pas pouvoir évoquer des points qui nous ont été indiqués par l'une des parties en caucus, c'est parfois, j'imagine, assez frustrant et gênant. Comment faire dans ces cas-là pour, voilà, quand on veut rassembler les points de vue et trouver les aider à ne pas exprimer a été sur certains éléments. Voilà, pardon. Merci de votre question qui nous permet effectivement de préciser notre propos qu'on n'avait pas eu le temps de préciser dans ce format assez court. C'est qu'en aparté, tout est confidentiel par rapport à l'autre partie, mais à la fin de l'aparté, la règle, c'est de refaire un point avec les parties sur ce qui a été échangé et de trier, si je puis dire, entre ce qu'elles souhaitent garder confidentiel et ce qu'elles souhaitent pouvoir être utilisé en table de médiation, de négociation. Parfois, tout est confidentiel dans l'aparté, point, et dans ces cas-là, vous n'utilisez rien, mais c'est aux parties aussi d'avancer elles-mêmes en exposant à l'autre ce qu'elles ont envie d'exposer. Soit tout n'est pas confidentiel et elles décident à la fin de l'aparté que certaines informations peuvent être partagées à l'autre partie, et alors soit c'est le médiateur qui le fait, soit elles le font elles-mêmes. Très bien, merci. Alors, je ne sais pas si d'autres participants souhaitent lever la main et prendre la parole. N'hésitez pas. Pour le moment, nous n'avons pas de… Ah si, voilà. Je vais donner la parole à Camille Borella un instant. Oui, bonjour. Moi, j'avais des questions sur, surtout dans la médiation commerciale, si on est face à une partie au cours de la médiation qui est vraiment complètement sur les faits, qui va pas du tout, voilà, bon, qui montre aucune émotion et qui reste très factuel. Comment on va creuser son besoin, ses intérêts? Ouais, ça m'est arrivé plusieurs fois dans des exercices et c'est vrai que c'est un peu, du coup, on peut vite basculer dans être gênant par rapport à la partie si on va chercher trop loin, mais en même temps, si elle vient pas, bah, il se passe rien. Et qui a envie de… Je veux bien apporter un petit bout d'éléments de réponse. Effectivement, c'est une très bonne question. On est toujours confronté plus ou moins à ce genre de comportement. Donc, vous posez en fait la question plus générale du comportement des parties et certaines parties peuvent avoir un comportement qui ne s'inscrit pas dans la logique de la médiation. En fait, c'est ça la difficulté. Je crois que la recette, s'il y en a une, je dis ça avec beaucoup de prudence et de précaution, c'est que le médiateur doit faire bouger les lignes, il doit faire bouger les parties. Il faut être… alors, l'aparté peut servir à ça, peut servir à parler à ces parties, à leur montrer en quoi consiste réellement l'exercice de médiation et l'effort que cet exercice exige d'elle. Bon, après, chacun a son caractère, ses raideurs, son point de vue, et ça peut ne pas fonctionner. Hein, mais c'est d'abord ce en quoi le travail du médiateur est très difficile. C'est un bon exemple. Mais bon, en général, la bonne nouvelle, c'est qu'on y arrive. Plus ou moins, mais on y arrive. Je ne sais pas si cette réponse suffit, certainement pas, mais voilà, c'est comme ça que je réagirai à votre question, madame. Alors, je vais peut-être passer la main à Ida Pernarella, un instant. Merci beaucoup, je n'avais pas vu que j'avais le son. Oui, c'est très éclairant, Cici, merci beaucoup. Bonjour, vous m'entendez? C'est bien?
Oui, très Merci, bien. bonjour. Et non, j'étais en train de réfléchir sur que la comédiation est prévue par la normative, mais ce que je vous demande, c'est si vous pouvez nous donner des bonnes pratiques parce qu'elles sont encore rares. La comédiation est rare dans les centres de médiation. Et la comédiation naît de l'exigence d'avoir une expertise au niveau des médiateurs. Elle a été conçue comme un atout pour améliorer la médiation. Mais je trouve que c'est rare encore. Et dans ma expérience, je souhaitais que ça s'applique en plus. Alors, je me demande si en France et dans votre expérience aussi, vous avez vécu la comédiation et voilà, c'est tout. Je vous remercie beaucoup, beaucoup. Hein. Merci de votre question. Il y a de la comédiation, ça existe. Moi pour ma part, je n'ai pas d'expérience, donc malheureusement, je ne peux pas vous donner de bonnes pratiques, mais évidemment, tout ce qu'on a dit dans le cadre de ce webinaire s'applique à la comédiation. C'est-à-dire que toutes les règles ou les garanties, évidemment, dont on a parlé. En revanche, mon expérience sur comment gérer une médiation en étant deux co-médiateur, je n'ai pas eu. Ce que j'ai eu comme expérience, c'est comment gérer une médiation quand on est deux, mais avec un médiateur, c'était moi, et un expert technique amiable. C'est pas tout à fait de la comédiation, mais c'est quand même une gestion à deux du processus sur des aspects différents, avec une danse ou un rythme qui est intéressant et des coordinations et de paroles et d'actions qui sont nécessaires. Donc, je pourrais en parler à l'occasion. Il est 9h48, je ne peux pas vous décliner ou vous expliquer exactement le cas qu'il y avait. Ce que je peux vous dire quand même, c'est qu'il était prévu par les parties deux, on va dire, process parallèles, un processus de médiation et un processus d'expertise technique. En médiation, elles se sont rendues compte qu'elles avaient besoin d'un tiers expert, en particulier sur le domaine très précis de leur industrie, pour arriver à faire un arbre des causes de la causalité du préjudice, du dommage, que moi, je n'étais pas du tout en mesure de faire ça, et d'ailleurs, ce n'était pas mon rôle de médiateur. Et donc, elles avaient compris l'intérêt de faire appel à un tiers expert, et je leur avais conseillé de rester dans l'amiable, puisqu'elles étaient dans l'amiable. Et leur objectif était que les deux processus évoluent parallèlement. Et je leur ai conseillé, je les ai amenés à faire en sorte que les processus n'évoluent pas parallèlement, mais l'un dans l'autre, c'est-à-dire que l'exercice de mission technique amiable soit inclus dans le processus de médiation pour bénéficier des règles du processus. Ah. Merci. Moi, je n'ai pas d'expérience non plus de comédiation. Je dirais seulement que il me semble que toutes les médiations ne sont pas égales par rapport à cela. Je pense qu'il y a des médiations qui peuvent le justifier. Parce qu'elles sont complexes, parce qu'on pourrait imaginer par exemple des médiations multipartites complexes, surtout si c'est à l'international et qu'on pratique des langues étrangères. Voilà, ça peut être intéressant de renforcer, j'allais dire, le dispositif de côté médiateur. Par contre, sur des médiations classiques, d'une simplicité normale. Est-ce que c'est vraiment un plus? C'est pas évident. Je suis pas affirmatif et catégorique là-dessus parce que je ne l'ai pas pratiqué, mais je pense que ça alourdit, ça complexifie. Il faut s'harmoniser, ne parler que d'une voix. On ne peut pas tirer à U et à Dia. Or, chacun a sa manière. Parler de flexibilité tout à l'heure, on a sa manière de pratiquer l'exercice de médiateur. Donc voilà, tout ça est quand même source, ça peut être source
de complexité supplémentaire et non pas de facilitation. Donc, il faut vraiment un cas dont la complexité, les ingrédients justifient qu'on renforce un dispositif, et parce que là, c'est plus lourd, on va médiation qui sera peut-être plus longue, on a peut-être besoin d'avoir, par exemple, quelqu'un qui a un parcours donné à côté d'un autre médiateur qui aurait un parcours différent, par exemple, un avocat médiateur ou médiateur avocat, et puis quelqu'un qui a un parcours en entreprise, soit, voilà. Donc ça peut être intéressant, mais je pense qu'il faut des cas qui s'y prêtent. On a deux questions sur la même thématique. Je pense qu'on pourrait peut-être y répondre, puisqu'il est 9h52. Je vous lis la dernière question qui a été postée. Bonjour, la question a été préalablement posée. Donc, c'est Horacio Serpi qui pose cette question, et la question préalablement posée, c'était un autre participant, je regarderai son nom. Donc, la question a été préalablement posée sur le pouvoir de représentation versus le mandat de négociation, marge de négo et nécessité de reporter à sa hiérarchie. Dans la pratique de la négociation, cela s'avère important. Quelle utilité de le préciser en plénière ou à un autre moment de la médiation? Merci. Et l'autre question était plus large, enfin, était même axe, mais un petit peu différente, qui était de dire comment on fait quand on a justement une délégation de pouvoir et qu'il faut que la solution soit validée au-dessus, soit par, bon, il n'était pas dit par un actionnariat, mais par le COMEX ou par un conseil d'administration. Alors, c'est un sujet très intéressant. Je pense que comme il y a deux questions qui sont posées, on pourrait peut-être y répondre. Oui. Et que comme Pierre Charton a écrit une partie d'une étude qui a été faite, enfin, je ne sais pas, Pierre, si tu voulais prendre par cet axe, par le Club des juristes sur justement ce qui peut bloquer un processus de médiation. J'ai envie, Pierre, de te donner la parole là-dessus. Volontiers, merci. Un exemple concret. J'ai conduit une médiation avec 4 parties. Donc, c'était voilà, une médiation multipartite, internationale, avec de gros enjeux. Forcément, ces grandes sociétés multinationales, face à un enjeu de cette importance, avaient envoyé des représentants éminents dans la médiation, lesquels avaient leur pouvoir en bonne et due forme. Ayant vécu en entreprise, je sais comment se passent les processus de décision dans les grands groupes. J'imaginais bien que ces personnes n'allaient pas en médiation pouvoir décider de manière définitive, irrévocable, etc., du sort de la médiation, en affichant une position pour leur entreprise respective. Donc, d'ailleurs, en cours de médiation, je voyais souvent, à l'occasion de pauses ou d'apartés, les représentants téléphoner à leur siège pour rendre compte des avancées de la médiation, des positions exprimées par les uns et par les autres, et prendre des instructions. Donc, on était, voilà, donc j'étais pas surpris de cette situation. Jusqu'au moment où, après plusieurs réunions, les réunions duraient le plus souvent une journée, voire 2 journées de suite, parce que les personnes venaient de l'étranger, etc. Il fallait donc capitaliser au maximum leur présence à Paris. Il est arrivé qu'on ait allé jusqu'au bout et apparemment à une solution. À tel point que j'ai été convié à venir à la réunion de signature du protocole d'accord transactionnel entre toutes les parties, qui était présenté alors comme une espèce on va sabler le champagne, là il y a une petite fête, le médiateur est invité, il pourra même signer en tant que témoin le protocole d'accord transactionnel, etc. Peu de temps avant cette réunion de signature, on me prévient qu'elle est reportée. Et puis ensuite, la date du report n'est pas tenue. Et finalement, je raccourcis l'histoire, le protocole d'accord ne se signe pas. Je vais aux nouvelles, j'essaie de comprendre ce qui se passe. Et ce qui se passe, je l'avais un peu anticipé pour être très franc avec vous, mais il s'est passé qu'au sein d'un des conseils d'administration d'une de ces entreprises, le protocole d'accord transactionnel a été présenté par la personne
en charge de conduire la médiation pour cette entreprise. Et les administrateurs autour de la table ont majoritairement dit qu'ils trouvaient que c'était un mauvais accord, qu'on pouvait obtenir beaucoup mieux, et tout est tombé à l'eau à ce moment-là. Il y avait 4 arbitrages internationaux en cours, en parallèle, que les parties n'avaient pas voulu suspendre pendant le temps de la médiation. Donc, ça veut dire que ces arbitrages se poursuivaient. Donc là, on a des gens au conseil d'administration, et j'ai vécu ça en tant que secrétaire de conseil d'administration dans les groupes où j'ai travaillé, des administrateurs qui ne connaissent pas vraiment le dossier à fond, bien sûr, qui ne connaissent pas tout ce qui s'est passé dans le cadre de cette médiation et comment les choses ont progressé, pourquoi on est arrivé à ce compromis-là, qui veulent jouer leur rôle de médiateur, c'est-à-dire dire leurs mots, faire éventuellement leur important. Et puis évidemment, c'est très facile de dire qu'un accord qui passe par un compromis, qui passe par des concessions, n'est pas bon, qu'on aurait pu obtenir meilleur. C'est une bonne posture, elle est facile et elle fout par terre des efforts importants qui ont duré des mois et des mois. Donc voilà ce qui peut se passer. Et pour maintenant sortir de ce cas et généraliser un peu plus, quand on a affaire à des entreprises d'une certaine taille qui envoient des représentants, on doit savoir que même si ces gens ont des pouvoirs pour négocier, compromettre, participer à la médiation, s'il y a un accord, etc., en réalité, ils sont dans j'allais dire une machinerie, un système dans lequel ils doivent toujours, à chaque réunion, ils vont rentrer, ils vont dire ce qui s'est passé, et c'est très difficile pour eux. Ces personnes-là sont exposées. On les a envoyés un petit peu, mais dans une entreprise, il y a des jeux de pouvoir, il y a des tas de choses qui se passent, et c'est très facile de dire que le représentant n'a pas bien défendu les intérêts de la société, qu'il devrait faire comme ceci, qu'il devrait faire comme cela, et donc ça complexifie énormément. Voilà, donc je ne veux pas élaborer davantage sur ce point parce que le temps passe et je voudrais peut-être laisser à Pierre et à Catherine ajouter, mais c'est un sujet très important, effectivement. Donc, voilà, c'est difficile à traiter puisqu'en fait, la décision se prend par des gens qui ne sont pas présents dans le processus. Pierre, tu dois nous quitter, je crois, parce que tu joues un rôle dans un des cas du concours. Est-ce que, avant de nous quitter, est-ce que tu souhaites ajouter quelque chose sur ce sujet-là? Sur ce sujet peut-être, parce qu'il y a beaucoup d'échanges sur le chat également sur ce sujet. On n'aura pas le temps de régler les autres. Mais... Oui, non, peut-être que c'est aussi quelque chose de plus général par rapport à la médiation, qui consiste à dire qu'en fait, véritablement, une médiation, c'est à chaque fois, on rentre dans un bateau, on prend la mer avec les médiés, il faut qu'on tienne le cap. Et on ne sait pas quel sera l'état de la mer, on ne sait pas comment ça va se passer, il y a une certaine incertitude. Donc, il y a une nécessité véritable, c'est une aventure à chaque fois, une médiation. Il y a une nécessité d'une préparation en amont qui est très importante. Quand Pierre, tout à l'heure, parlait de ce qui n'était pas un caucus, de ce qui n'était pas une plénière, mais de ce qui étaient ces entretiens préalables, pour moi, ils sont essentiels parce qu'ils permettent de comprendre le contexte. Et ce contexte-là peut être expliqué également d'une nécessité, d'une validation supérieure. Et je pense que c'est quelque chose sur lequel on ne peut pas surfer. Parce que le principe, c'est que les personnes qui viennent en médiation ont le pouvoir de transiger. C'est-à-dire qu'en fait, comme ça se passe souvent d'ailleurs en médiation, à l'issue de la médiation, personne ne se quitte. Les avocats vont dans une pièce à part et rédigent ensemble, surtout quand une médiation se termine tard le soir. Les avocats se réunissent pour pas qu'on se revoie le lendemain et qu'on perde les effets de la médiation et rédigent directement la médiation pour aboutir à une solution. Et c'est signé par la personne qui est en médiation. Si ce processus-là ne peut pas fonctionner parce qu'il y a des comptes rendus nécessaires, il faut envisager au préalable ce que l'on peut faire, ce que l'on doit faire. Parce que sinon, le processus de médiation peut aboutir à la situation qu'a décrite Pierre. Et c'est pour moi quelque chose de vraiment très important d'essayer d'anticiper le plus les problèmes pour qu'on ait les solutions le plus contractualisées possible au moment où elles arrivent. Merci Pierre. Nous avons Karine D'être qui aimerait prendre la parole. Je vais lui passer la main. Oui, bonjour, vous m'entendez? Oui. Oui.
Bonjour, merci pour toutes ces précisions, c'est très précieux. Moi, j'ai une petite question très rapide compte tenu du temps. Une expertise en cours où je suis toute jeune médiatrice et je suis confrontée pour l'une des parties à la seule présence de l'avocat, qui ne connaît pas du coup parfaitement bien non plus les faits ni le contenu du contrat. J'aurais voulu savoir par rapport à vos expériences comment chacun vous gérez ça. Est-ce que au-delà de me questionner sur le pourquoi de l'absence de son client où il dit bien ce qu'il veut, est-ce que vous repoussez? Est-ce que vous croyez à la médiation à ce moment-là? Parce qu'il n'y a pas d'affect. Elle est difficile de réunir les parties. Et puis en face, on a des assureurs. Donc eux, c'est pareil. À part l'affect financier, il n'y a pas grand-chose à rencontrer dans les parties, en fait. Catherine, si tu me permets, je veux bien dire 2 mots, puis après je vous quitte puisque je dois partir sur l'autre sujet. Moi, votre question, elle est vraiment pertinente par rapport à tout ce qu'on vient de dire. La médiation, c'est l'affaire des médiés, c'est l'affaire des personnes dans l'entreprise qui sont concernées par ce qui s'est passé. Et c'est toujours beaucoup mieux d'avoir, c'est toujours même, je dirais, indispensable d'avoir des personnes qui ont été les opérationnels du problème et qui sont capables de décrire véritablement le problème. Je ne pense pas que l'assureur et l'avocat du médié puissent véritablement participer à une médiation comme on l'entend, avec tout le processus de médiation que vous connaissez, c'est à partir des postures, avec les intérêts, les besoins, parce qu'ils ne sont pas concernés par le sujet. Je vous laisse continuer. Merci à tous. Merci. Et à très bientôt. Merci beaucoup. Et bon jeu. Merci. Au revoir. Au revoir. Et pour ajouter au propos de Pierre, moi je dirais que c'est également très frustrant pour l'autre partie, parce que l'autre partie, elle est présente. Donc si elle a en face d'elle non pas la partie, mais son avocat, il y a une forme de frustration. Ce n'est pas très bon pour le démarrage du processus. Moi, je pense que j'insisterai en fait sur le fait que je rappellerai que la médiation, c'est un cadre pour permettre aux parties de trouver entre elles elles-mêmes la solution, que les avocats assistent, ils ne représentent pas les parties, les avocats assistent à un processus de médiation, ils ne sont pas dans un mandat de représentation. Et d'ailleurs, pour donner peut-être un outil pratique ou technique, un avocat n'a pas besoin de mandat pour représenter son client devant un juge, mais un avocat a besoin d'un mandat pour être, entre guillemets, à la place de la partie et pouvoir transiger. Et il ne peut pas, de par son mandat, son activité d'avocat, son métier d'avocat, sa profession d'avocat, prétendre être représenter une partie en médiation sans avoir un mandat particulier de représentation de cette partie à la médiation et de transiger dans ce processus de médiation. Moi, je suis d'accord avec ça. J'ajouterais de manière un peu plus directe que vous êtes dans un cas, madame, où la médiation n'est pas possible. Simplement, il faut le faire comprendre à cet avocat et à son client. La médiation, c'est d'abord l'affaire des médiés. L'avocat est là en conseil de son client. Il ne peut pas se substituer à lui. Alors, il y a une difficulté qui est une difficulté j'allais dire de fond, puisque tous les ingrédients qui militent et qui participent à ce conflit, si on n'a pas le vécu interne des choses telles qu'ont pu l'avoir les médiés, on manque quelque chose de considérable, d'essentiel. Ça, c'est l'aspect, j'allais dire, factuel, fondamental. Et puis, il y a un aspect qu'a évoqué Catherine, sur lequel je ne reviens pas, qui est la structure même de la médiation. Ce processus ne peut fonctionner que si les médiés y participent. Sinon, c'est une aberration totale. Peut-être une dernière observation, et puis après, je pense qu'il va falloir clore. On a tellement de choses à dire et vous avez beaucoup de questions et merci pour ça. Moi, j'ai eu un cas comme le vôtre où d'un côté, il y avait une partie qui venait de l'étranger d'ailleurs et son avocat, et de l'autre, simplement l'avocat. Je pense que dans votre situation, il faut effectivement être ferme, comme le dit Pierre, mais pas arrêter le processus et faire en sorte de renvoyer pour que la partie vienne. Dans le cas que j'avais eu, c'était une circonstance exceptionnelle, c'est-à-dire que le client a été hospitalisé la veille de la réunion de médiation. Alors, il ne pouvait pas être là et son avocat était quand même là, donc évidemment, c'était différent.
Mais j'avais l'option à cette réunion, soit de dire, bon, bah, écoutez, dans ces cas-là, on reporte tout de suite, soit de laisser quand même une zone d'expression aux partis en ayant dans l'idée qu'il y aurait une autre réunion, bien entendu, même si d'un côté il y avait une partie et de l'autre pas. Donc j'ai décidé de prendre cette voie-là, notamment parce qu'il y avait une partie qui venait de l'étranger, comme je vous le disais, donc je n'allais pas lui dire, bon, bah, écoutez, c'est plié, au revoir et à la prochaine fois. Et je pense que le fait voilà, que le processus s'est mis en route comme ça, même si c'était un peu déséquilibré, voilà, ça a quand même lancé le processus et fait en sorte que les partis ont eu envie de continuer. Je comprends du chat qu'il y a encore une main levée. Pierre, on va peut-être prendre une dernière question. D'accord. Oui, je vais passer la main à Stéphanie Boivin-Champeau. Bonjour. Bonjour. Alors, vous pouvez réactiver votre micro, Stéphanie, si vous nous entendez. Oui, j'étais en train de parler. Bonjour à tous, excusez-moi. C'est une question pour Pierre. L'exemple que vous avez donné, où toutes les parties donc téléphonaient au moment des pauses, donc à leur supérieur, enfin en tout cas les personnes en entreprise, est-ce que dans ce cas-là, il faut aussi leur demander de signer une charte de confidentialité? Enfin, comment ça se passe? Parce que c'est vrai que moi qui suis issue du monde de l'entreprise, forcément, on est toujours obligé de donner… de faire un rapport à supérieur, voire au comité de direction. Donc, enfin, comment vous gérez cette partie-là? C'est-à-dire, moi, ce que je considère, c'est que dans les cas comme ceux-là, où on a affaire à des entreprises qui délèguent un des siens pour participer à la médiation, généralement d'ailleurs, c'est 2, 3 personnes, voire plus, ça dépend de l'importance du litige et de l'importance des entreprises. Je considère bien sûr que formellement, toutes ces personnes ont bénéficié d'un pouvoir pour participer à l'exercice de médiation et le conduire à bonne fin dans l'intérêt de leur entreprise, mais qu'en réalité, l'obligation de confidentialité ne s'applique pas strictement aux personnes qui sont présentes, que l'obligation de confidentialité concerne l'entreprise, personne morale. Donc, je présente les choses comme ça. C'est-à-dire, il y a un double niveau. C'est l'entreprise qui est tenue dans le cadre de la médiation, qui s'engage, c'est l'entreprise qui s'engage dans la médiation, qui est tenue à la confidentialité, ça concerne tous ses membres, et qui délègue le pouvoir de représentation dans la médiation à des personnes qui, bien évidemment, par la force des choses, sont elles-mêmes concrètement tenues à l'obligation de confidentialité. Merci beaucoup, c'est très clair. Voilà, il y a d'autres questions? Bon, on arrête là, Catherine? Voilà, nous n'avons plus de main levée. Oh, il y aurait beaucoup à dire, hein, évidemment, il y a tellement de sujets, mais on pourrait peut-être avoir d'autres webinaires dans l'avenir. C'est ça. Merci de votre écoute. Merci à tous. Merci à tous. Le webinaire sera disponible en replay dans quelques jours. Bonne suite de concours pour ceux qui participent, bonne suite de concours pour ceux qui y assistent et bonne continuation. À bientôt. Au revoir, à bientôt. Merci, au revoir. Au revoir.